Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore, pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous et bonne rentrée! Je suis ravie de vous retrouver après 2 mois d'absence insoutenable, je sais et j'en suis vraiment désolée, dans un nouvel épisode du podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Et pour commencer cette nouvelle année scolaire sur les chapeaux de roue, en pleine forme et le teint requinqué, je voulais vous proposer un épisode sur la spécialisation en traduction, avec un domaine non des moindres, car mon invité du jour évolue dans le vaste secteur de la traduction médicale. Vous avez d'ailleurs pu la découvrir le 2 juin dernier à l'occasion du panel de discussion stratégie de la semaine de conférence Entreprendre de A à Z organisée par Tradupreneur. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez retrouver cette table ronde ainsi que tous les contenus proposés lors de cet événement, mais également de nombreux contenus bonus dans 3 coffrets disponibles à la vente, Inspiration, Action et Transformation. Pour vous procurer le vôtre et faire le plein de bonnes idées pour la rentrée, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Tradupreneur et un bandeau visible sur toutes les pages vous conduira jusqu'à la découverte, oserais-je le dire, mais oui, du Graal de toute tradupreneuse et de tout tradupreneur, le coffret de la conférence Entreprendre de A à Z 2022. Vous pourrez aussi retrouver le lien vers cette page de vente directement dans les notes de l'épisode. Si vous avez suivi l'événement, vous aurez peut-être deviné que le prénom de mon invité commence par un S, mais pour les autres, je vous donne encore quelques indices. S est spécialisée en orthopédie et en rhumatologie. Elle collabore avec sa binôme de choc, S aussi, sous la dénomination commerciale ProRenata, et le premier langage étranger qu'elle a appris a été le morse. Vous aurez deviné bien sûr, il s'agit de Sophie Dean. Bonjour Sophie. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien je vais très bien, merci, j'espère que toi aussi. Eh bien écoute, c'est parfait. Et donc pour commencer cet épisode de podcast consacré à ta spécialisation, donc la traduction médicale, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment tu es devenue traductrice tout d'abord et comment au fur et à mesure de ta carrière tu t'es spécialisée en traduction médicale et plus précisément en orthopédie et en rhumatologie. Oui, bien sûr. Alors ça a été un chemin, un parcours assez long entre le moment où je suis devenue traductrice et le moment où j'ai décidé de me spécialiser. Pour devenir traductrice, j'ai commencé par faire des études de langue, un DUG LEA, parce que j'avais envie d'approfondir les langues, l'anglais et l'espagnol, que j'aimais beaucoup. J'avais du temps et j'avais envie de poursuivre mes études. Et j'ai eu un prof, à un moment, qui lui-même était traducteur. Et c'était un cours de TD. J'ai vraiment eu une révélation. Je me suis dit, mais vraiment, on peut faire ça. C'est pas juste du thème de la version. C'est prendre un texte, le secouer et redonner le sens dans ma langue maternelle.
Et donc à partir de là, je me suis dit d'accord, j'arrête tous les autres projets que je pouvais avoir, et c'est ça que je veux faire. Et j'ai cherché des formations en traduction. Alors c'était pas simple parce que j'avais une contrainte géographique importante, parce que j'avais à l'époque 3 jeunes enfants, donc je pouvais pas me dire je pars faire mes études n'importe où, n'importe comment. Mais bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une école qui n'était qu'à 200-250 km de chez moi, à Paris, donc j'ai trouvé les IT. J'ai passé le concours d'entrée et j'ai réussi, et voilà, j'ai démarré comme ça. Et comment ça a été pour toi, justement, avec 3 jeunes enfants, à continuer des études? Comment t'as fait pour t'organiser? J'imagine que c'était pas très simple ces années-là. C'était acrobatique, c'était vraiment, je le referais pas aujourd'hui en sachant à quel point ça allait être compliqué, mais je pense déjà que quand on a cet âge-là, on s'imagine que tout est possible, et donc on fait en sorte de réussir les choses. Mais non, j'ai navigué entre des babysitters, des parents d'autres enfants de la même école qui voulaient bien me les prendre, parce que il y avait aussi la contrainte financière et budgétaire. C'était tout était compliqué, mais résoudre les problèmes les uns après les autres, finalement ça marchait pas mal, et je faisais ce que j'aimais. Ah oui, donc c'est le plus important. T'as fait cette motivation par rapport à cette passion des langues qui te dit bon, c'est compliqué, mais bon, je continue parce que Parce que après, je vais avoir un vrai métier qui me plaît et pour lequel j'ai envie de me lever. Enfin, ça fait plus de 25 ans et j'ai toujours autant envie de me lever pour faire ce métier-là, quoi. Et du coup, après tes études, qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, j'ai même pas terminé mes études parce que effectivement, c'était compliqué. Donc, j'ai fait la première année de l'ESIT. Pendant l'été, donc je cherchais un petit job d'été. Je me suis dit, peut-être un stage. Si en plus ça pouvait être rémunéré, ce serait pas mal. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les traducteurs alors de la région, mais pareil, toujours il fallait que ce soit pas trop loin de chez moi. Et alors je me suis pas mal cassé le nez. Je me rappelle d'une traductrice qui était, je sais pas, une dizaine de kilomètres de chez moi. Alors c'est au fin fond du Loir-et-Cher, c'est vraiment plein de petits villages. Et, et qui m'a, elle m'a très mal reçue au téléphone. Je me suis présentée, dit que j'étais étudiante à l'ESIT et que je cherchais un stage. Et elle m'a dit, ah mais non, j'ai beaucoup trop de boulot, j'ai pas le temps pour un stagiaire. Et bon, et ça m'a vachement refroidi. Et bon, je savais pas, je me disais, justement, avec beaucoup de travail, c'est peut-être l'occasion de prendre un stagiaire. Mais bon, aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ce qu'elle voulait dire. Quand on a beaucoup de travail, on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose, quoi. Et j'ai trouvé un traducteur qui avait lui aussi énormément de travail, qui ne voulait pas prendre de stagiaire, mais par contre, qui était prêt à me recevoir chez lui, parce que j'avais même pas d'ordinateur à l'époque, et à me faire travailler chez lui, pour lui, me sous-traiter du travail. Oui, parce que à l'époque, donc ça fait 25 ans. C'était en 98. J'imagine que les ordinateurs, c'était des postes fixes, ou est-ce qu'il y avait encore un peu d'ordinateurs portables ou pas encore? Il y avait quelques ordinateurs portables, mais c'était pas... il y en avait pas beaucoup. Ça venait pas à l'esprit. Si on avait besoin d'un ordinateur, c'était un fixe. Donc t'as eu la chance que ce traducteur t'accueille chez lui et voilà, te fournisse aussi les outils, l'ordinateur et tout pour... Oui, l'ordinateur, une licence Trados, il me semble, oui, qui m'avait... Je sais plus, non. Ou c'est venu après, mais oui, j'ai eu cette chance-là. Et il m'a appris... alors, pas tout ce que je sais aujourd'hui, mais en tout cas, il m'a appris à travailler. Oui, avoir les procédures, les logiciels, comment bien travailler. Ouais, et qu'est-ce que le client attend? Ça, c'est vraiment... Je crois que c'est quelque chose de très important que j'ai appris, c'est qu'on a une obligation de résultat, finalement. Quand on vend un mot 10, 12, 14 centimes, il doit être parfait. Il doit vraiment refléter les attentes du client et répondre à des objectifs précis. C'est ça. Et si enfin, il n'y a pas d'excuse pour que ce soit pas parfait. Voilà. Et après ce stage, tu t'es lancée en indépendante directement?
Presque directement. En fait, ça s'est passé pendant l'été, et puis arrivé à la rentrée universitaire, bon, j'ai commencé la deuxième année, donc l'année de maîtrise à l'ESIT, et bon, c'était encore plus compliqué parce que sur le plan personnel, à ce moment-là, j'avais divorcé, donc j'étais toute seule avec mes trois petits, et donc encore plus difficile. Et par ailleurs, ce traducteur qui continuait à me donner du travail me disait régulièrement, mais si jamais vous arrêtez l'école, moi j'ai du boulot pour vous, vraiment. Donc il y a eu un jour où j'ai dit, ok, on y va, je m'installe à mon compte, et puis je me suis lancée. Tu traduisais quel type de contenu avec ce traducteur? Essentiellement de l'informatique. La première traduction sur laquelle j'ai travaillé chez lui, c'était un livre blanc pour Windows 98. Ah, c'est marrant. Et ouais, et donc c'était assez rédactionnel, intéressant, et lui il faisait beaucoup d'informatique, donc forcément j'en ai eu beaucoup. Donc ça a été finalement ta première spécialisation de fait, parce qu'on t'a proposé, ce traducteur t'a formé et t'a proposé ce type de contenu. Tout à fait, et c'était pas du tout moi ce que je pensais en démarrant ces études. Je me disais voilà, je fais cette école, je suis diplômée, je commence par être salariée dans une entreprise de traduction, et après je me mets à mon compte. Donc évidemment, c'est jamais ce qu'on avait prévu, je crois, la vie. Exactement, voilà. C'est plein de surprises et de rebondissements. Oui, c'est ça. Est-ce que tu avais, quand tu étais en études, une idée de la spécialisation, vers quoi quel type de contenu tu avais envie de traduire? Pas du tout. Pas du tout, et enfin, le concept de spécialisation, même, j'y ai jamais pensé. Enfin, si on avait des cours, je me souviens de traduction juridique, par exemple, ou financière, je voyais que j'aimais pas ça. Mais la traduction médicale, ça m'a pas effleuré à ce moment-là. Alors même que j'avais dans mes études, j'avais j'avais fait un bac scientifique, option sciences de la vie. Une première année d'école d'infirmière, j'étais attirée par le milieu médical. Mais pour la traduction, non, ça m'est pas venu à l'esprit avant plusieurs années, ouais. Et comment ça t'est venu à l'esprit? Comment tu es rentré justement dans ce monde de la traduction médicale et qu'après tu t'es spécialisé au fur et à mesure en orthopédie et en rhumatologie? Eh bien, je pense que c'est à peu près au moment de la crise des subprimes, 2008, 2009, 2010, où j'ai eu, comme plein de gens, une grosse baisse d'activité. Et je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose à ma façon de travailler. Et donc c'était aussi le début pour moi de Twitter, d'internet, des blogs, de la traductosphère. Et donc j'ai suivi des blogs des conseils vraiment intéressants. J'ai rencontré ce concept de spécialisation et je me suis dit mais c'est une bonne idée, ça m'intéresse. Dans quoi est-ce que je pourrais me spécialiser? Donc j'ai fait le point de parmi ce que je savais faire comme genre de traduction, de ce qui me paraissait, ce qui me donnait envie finalement. Et j'avais eu plusieurs fois des techniques opératoires d'orthopédie pour un client, et c'était un truc, au départ j'y connaissais rien, mais faire des recherches là-dedans, rien que les recherches m'intéressaient, quoi. Et tout ce que je découvrais, je me disais ah oui super, et je le retenais beaucoup plus que dans d'autres domaines où que je connaissais pas bien non plus et où je devais faire des recherches, mais là ouais j'avais envie. Donc je me suis dit aussi que les donneurs d'ordre, les acheteurs finaux de ces traductions-là, c'était des laboratoires médicaux. Il y avait des chances qu'ils aient les reins assez solides et que je puisse faire toute ma carrière sur cette spécialité-là, par exemple. Oui, et qu'ils avaient sûrement aussi le budget pour pouvoir... Voilà, c'est ce pari-là que j'ai fait, oui. Et à partir du moment donné où tu t'es dit, j'aime ce type de contenu, voilà, en orthopédie, j'imagine que tu as voulu aller plus loin, te former. Comment tu t'y es prise? Bien sûr, parce que du coup, au moment où je me disais, bon, ok, je vais me spécialiser là-dedans, là j'ai mesuré tout ce que je ne savais pas et qu'il fallait acquérir pour pouvoir me dire, je suis spécialisée. Donc pareil, j'ai cherché qu'est-ce qui existe comme formation. J'ai pensé à faire, je sais pas, une première année de médecine en candidat libre. Enfin, je sais pas du tout si c'était possible même, mais ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé le congrès de la SOFCOT, qui est la société française d'orthopédie, de chirurgie orthopédique et traumatologique,
et qui avait lieu pas longtemps après, genre 2 mois après le moment où je me suis mise à chercher. Donc c'était à Paris, donc c'était pas loin. Ça cochait plein de cases, ce congrès, à part celui du coût de l'inscription qui était vraiment hors de prix. Tu te rappelles à combien c'était à l'époque? Non, je me rappelle pas. Je sais qu'aujourd'hui c'est entre 500 et 600 euros pour un non-membre. Okay. Donc à l'époque c'était voilà l'équivalent, je pense, en euros ou en francs de l'époque. Donc bon, j'ai contacté le secrétariat en expliquant que pour ma formation continue, en raison de ma spécialisation, c'était super important pour moi, mais que alors déjà, n'étant pas médecin, je pouvais pas remplir le formulaire d'inscription parce qu'à un moment, faut rentrer son numéro d'inscription à l'ordre, je pense. Donc pour demander à la fois l'autorisation de participer, bien que n'étant pas médecin, et s'il pouvait me faire un tarif genre étudiant ou quelque chose comme ça. Et c'est une personne très gentille qui m'a dit oui, pas de problème, vous pouvez vous inscrire au tarif étudiant moins de 35 ans, enfin qui était le plus bas tarif qu'ils avaient. Et donc voilà, j'ai commencé à participer comme ça et c'était ça en termes de formation. Enfin, il y a, je sais pas, 8 ou 10 heures de conférences par jour, tout le temps. Et à l'époque, on pouvait pas suivre celles qu'on n'avait pas suivies en direct sur Internet, enfin en différé. Aujourd'hui, on peut. En plus, on peut vraiment tout voir, mais c'était passionnant et enrichissant, oui. Et ça, c'est quoi? C'est un congrès, c'est un salon? Oui, c'est un congrès annuel. J'imagine c'est sur 2-3 jours. C'est sur 3 jours, oui. Ouais, donc ça doit être très dense, il y a 8-10 heures de conférences. Oui, j'assiste jamais à tous. Parce que oui, c'est très dense, c'est très prenant. Et aussi, tous les sujets ne me passionnent pas. Il y a des demi-journées qui sont consacrées à des choses plus administratives, donc là, vraiment, qui concernent les chirurgiens et pas moi, quoi. Et est-ce que ta première participation à ce colloque annuel en orthopédie, ça t'a permis, premièrement, d'avoir plus de connaissances, de suivre un certain nombre de séminaires, mais est-ce que ça t'a permis aussi, dès le début, de te faire des contacts, de rentrer, d'avoir des prospects, de prospecter, ou pour ta première participation, t'étais juste allée pour aller à la pêche un peu aux infos? J'étais juste allée la première fois pour... oui, pour les conférences, pour l'aspect formation. Et en arrivant sur place, j'ai vu le hall d'exposition, en fait. J'ai réalisé que là, il y avait tous mes prospects. Donc, et que coup de bol, j'avais des cartes de visite sur moi. Ah, super! Et donc, j'ai fait le tour, je me suis présentée, et même encore aujourd'hui, il n'y a pas d'autres traducteurs qui font ça. Enfin, si, après, j'ai rencontré donc une collègue qui fait la même chose que moi, mais vers l'anglais. Et je l'ai rencontré à ce salon, mais là, ces prospects-là, ils sont jamais sollicités par les traducteurs sur ce genre de salon, donc ça me donnait aussi un avantage. Je me noyais pas dans une masse de traducteurs. Après, bon, il y a d'autres inconvénients parce que voilà, c'est pas facile de démarcher, mais oui, parce que souvent, justement, quand on prend la décision de se spécialiser, là, dans ton cas aussi, dans une niche, c'est pas juste traduction médicale, mais orthopédie, on peut penser par raccourci qu'on réussira jamais à en vivre, parce que la spécialisation, de fait, restreint les choix. Est-ce que pour toi, ça t'a posé problème, justement, de te spécialiser? Est-ce que ça t'a permis aussi de développer une clientèle de clients qualifiés avec lesquels tu étais contente de travailler? Est-ce que ça t'apporte assez de volume de travail? Non, ça m'apporte pas assez de volume de travail, je pense, en orthopédie, mais dans des disciplines qui sont assez proches, comme par exemple l'arthroscopie ou la rhumatologie, c'est pas complètement différent. Est-ce que ça restreint pas ton travail, le fait d'être ultra spécialisé? Non, j'ai pas l'impression, et tu te souviens peut-être que pendant la conférence Entreprendre de A à Z, Peggy, qui elle est spécialisée dans le contentieux des brevets, donc c'est ça, pour une niche, c'est vraiment une niche, et qui nous expliquait que oui, mais dans cette niche, il y a 50 000 thèmes qui sont
différents quand même. Et donc c'est ça, chaque niche, dès qu'on creuse, c'est très différent. Et en orthopédie, c'est une niche, oui, mais on peut être spécialisé dans la hanche ou les prothèses de hanche ou de genou, et pas du tout de la colonne vertébrale, par exemple, ou pas du tout des doigts et des chevilles. Enfin, on rentre dans un infiniment petit en quelque sorte, et ça reste, même à l'intérieur d'une niche, il y a énormément de variétés. Est-ce que toi, il y a des domaines de l'orthopédie que tu ne fais pas? Ou est-ce que tu fais un peu tout, justement, que ce soit de la hanche? Je fais un peu tout, mais il y a des domaines où que je maîtrise moins sur le bout des doigts et pour lesquels j'ai besoin davantage de recherche, comme justement les petites articulations des doigts ou des orteils. D'accord. Et donc, à partir de cette spécialisation en orthopédie, après, tu disais que tu es passé aussi à la rhumatologie qui, par un certain nombre d'aspects, rejoignent l'orthopédie? Oui, parce que la rhumatologie, c'est beaucoup de problèmes articulaires. Alors c'est plus de l'aspect maladie, mais là c'est vraiment une opportunité. Justement, la collègue dont je te parlais, qui est spécialisée en rhumato, mais du français vers l'anglais, et qui avait un de ses clients éditeur de revue qui cherchait un traducteur vers le français en rhumatologie, et elle a donné mon nom. Et puis voilà, ça a marché, j'ai fait l'affaire, et donc je me suis mise à traduire beaucoup de rhumatologie, et donc forcément je me suis spécialisée. Tu disais que tes clients, il y en a un certain nombre que tu as trouvé grâce à ce congrès annuel. Est-ce que tes clients te contactent par d'autres biais, ou tu vas à leur rencontre par d'autres biais? Est-ce qu'il existe d'autres salons? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux via ton site internet? Comment tu fais? Oui, j'utilise les réseaux sociaux. Je suis pas sûre que ce soit très très au point ma méthode, mais voilà, j'essaye des choses, et puis quelquefois ça marche. Je pense qu'il y a pas mal de bouche à oreille, même dans l'industrie, parce que les fabricants d'implants, c'est des grosses, souvent des grosses entreprises internationales qui passent leur temps à se vendre mutuellement des branches, voilà, où les chefs de produits changent de boîte, mais pour faire toujours le même genre de produit. Et donc, on emporte ma carte quand on l'a. D'une entreprise à l'autre, d'une branche à l'autre, et donc il y a ce bouche à oreille là. Il y a aussi, alors ça c'est plus plutôt pour des agences, des collègues qui ils savent ce que je fais, qui connaissent ma spécialisation, et quand ils vont arriver sur leur bureau une technique opératoire très ciblée, dans laquelle elles n'ont pas envie de se mouiller, elles donnent mon nom. Oui, parce que une technique opératoire, si elle est mal traduite, quelles peuvent être les conséquences? Jusqu'où ça peut aller? Je pense que le pire qui puisse arriver, ce serait comment on dit, dans des blessures, ou voire la mort du patient. En réalité, mais alors j'ai pas de statistiques, hein, c'est juste mon ressenti. Il faudrait quand même une conjonction de malchance, parce que une mauvaise traduction, admettons que je dis il faut couper la carotide, alors qu'en fait non, il faut pas faire ça. Le chirurgien qui va appliquer ma technique, il suit pas ça aveuglément. Faut que ça réponde à quelque chose. Enfin, faut que ça ait l'air logique quand même. Oui. Et en plus de ça, les chirurgiens, quand ils utilisent un produit, un implant pour la première fois, ils sont pas tout seuls en salle d'opération. Ils ont avec eux le représentant du laboratoire qui leur montre comment faire. Donc, il y a quand même beaucoup de garde-fous. Ouais, on n'est pas à l'abri d'une erreur, mais je crois pas que ça puisse, que quelque chose de grave puisse découler vraiment d'une erreur de traduction. Mais je sais pas, même pas si j'ai le droit de dire ça, en fait. En tout cas, dans ce que tu as pu remarquer dans ta pratique, tu vois que quand même il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place pour éviter le pire. Et heureusement que ça ne dépend pas que d'une bonne traduction, et que pour la mise en place pour la première fois d'une procédure, il y a aussi d'autres personnes qui accompagnent le chirurgien, et qu'il n'est pas juste un texte à suivre. Bah oui.
Ça semble assez logique d'ailleurs. Bah oui, c'est même rassurant, ouais. On se lance pas avec un tuto YouTube mal traduit. Non, je pense qu'il vaut mieux pas. Et donc, tu travailles maintenant en collaboration avec Sandrine Constant-Scagnetto. Depuis quand vous collaborez ensemble et comment est né votre partenariat? Vraiment informel, mais plus, bah tiens, j'ai ça à traduire, est-ce que tu peux me relire, et inversement. Depuis, je sais pas, début des années 2010, il me semble. Et bon, ça marchait bien, c'était un bon partenariat, et toujours dans une démarche de dire comment on pourrait séduire de nouveaux clients. On avait toutes les deux ça dans notre tête de trouver de nouveaux clients, comme je pense n'importe quel traducteur indépendant. Et on s'est dit peut-être que en proposant d'emblée, alors aux agences notamment, une équipe qui rende un travail traduit plus relu et avec une seule adresse de facturation, est-ce que ça pourrait pas intéresser les agences? Et oui, il y a des tas d'agences, il y en a qui préfèrent pas ce modèle-là, mais il y en a plein pour qui c'est vraiment un soulagement de pas avoir à chercher deux prestataires, surtout quand ils sont dans un fuseau horaire différent, et donc s'il y a quelque chose de facile délai et court, et ben ça complique encore les choses parce qu'il faut attendre d'avoir reçu la traduction, d'être réveillé, de l'avoir envoyé, et enfin, on gagne du temps en ayant la prestation complète. Donc voilà, on a commencé comme ça tout début 2015. Et donc, ouais, vous proposez vraiment ce package traduction plus relecture aux agences. Et pour toi, quels sont, mis à part le fait que ça fait gagner du temps pour les agences, quels sont les gros avantages de cette collaboration, aussi bien pour vos clients, mais aussi pour vous? Pour nous, il y a plusieurs aspects. Déjà, c'est agréable de travailler avec la même personne. On sait, on perd pas de temps aussi. Il y a aussi toujours cette question, on est plus productive parce que quand on se relie mutuellement, on sait quelles erreurs on risque de trouver. On perd pas de temps à refaire des recherches parce qu'on sait que l'autre les a faites, alors que si on connaît pas le traducteur, dans le doute, on refait les recherches. Il y a une certaine confiance aussi qui s'installe. Tout à fait, bien sûr. Et en cas de doute, c'est facile. On est en relation continuellement. On pose la question. Est-ce que ça t'as cherché ou il faut que je recherche? Vraiment. Et donc ça, ça a pas de prix, je trouve. Et est-ce que t'as senti, toi, le fait d'être à deux, de progresser plus rapidement grâce aux retours que Sandrine a pu te faire sur tes traductions ou les retours que tu as pu lui faire aussi? Oui, alors je peux pas parler pour elle, c'est pas quelque chose dont on parle forcément, mais oui, bien sûr, parce qu'en plus on se fait un retour systématique. Et voilà, j'ai modifié ça. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Ça dépend de si c'est urgent ou si c'est des modifications importantes. Ce qui n'arrive pas très souvent finalement quand on travaille pour des agences, qu'on est relu par quelqu'un d'autre. Quelquefois on a un retour et on doit valider les modifications du relecteur, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, à chaque fois on dit ah oui, elle a corrigé ça, bon, je ferai autrement la prochaine fois, quoi. Donc oui, on progresse. Et tu parlais tout à l'heure pas mal de procédures de chirurgie par rapport à l'orthopédie. Quels peuvent être les autres types de documents que tu peux être amené à traduire dans cette spécialisation? Il y a pas mal d'études, alors cliniques, scientifiques en orthopédie par exemple, pour comparer un type d'implant avec un autre, un type de voie d'abord, enfin est-ce qu'on ouvre par l'avant ou par l'arrière, et donc voilà, ils font des études. Il y a forcément le consentement éclairé des patients, toutes les brochures d'information, il y a des sites web aussi, tout ce qui est information des patients, donc assez vulgarisé sur comment va se passer l'opération, qu'est-ce qu'on va leur faire exactement. Et puis pour les médecins, beaucoup plus scientifiques, c'est pas tout à fait le même niveau de technicité, et pour expliquer comment ça marche, qu'est-ce que ça a comme avantage,
Et puis tout le blabla marketing, quoi. Pourquoi ce produit-là est tellement meilleur que les autres. Oui, donc finalement, dans une niche, une spécialisation, tu fais des types de traduction, tu vas du technique au marketing, mais toujours dans l'orthopédie. Oui, bien sûr. Et le communiqué de presse, voilà, quand on sort un matériau révolutionnaire, voilà. Ouais, c'est super intéressant parce que souvent, dans les grandes spécialisations, souvent on pense justement à plutôt une typologie de documents, soit marketing, soit technique. Mais en fait, c'est vrai que quand on se spécialise vraiment dans un secteur, dans un sujet, ça n'a plus tellement de sens. C'est vraiment le sujet qui est la spécialisation. Et puis après, gravite autour de ce sujet un certain nombre de types de documents, qui soient techniques, marketing, site web, de vulgarisation, etc. Oui, tout à fait. Et il peut y avoir aussi des contrats, soit des contrats de travail. Quand je travaille pour un fabricant d'implants directement, il m'envoie toute sa documentation, et puis quelquefois, c'est un contrat de travail, alors pour travailleurs détachés à l'étranger, etc. Donc là, je sous-traite à quelqu'un qui est plus spécialisé dans les contrats, parce que c'est pas de l'orthopédie, et moi le juridique, c'est vraiment pas c'est pas mon domaine. Donc voilà, et il peut y avoir aussi, j'ai eu à faire, ça a été un contrat, mais beaucoup plus abordable pour moi, intéressant, avec un médecin, un contrat entre le laboratoire et le médecin pour la conduite d'une étude clinique avec je sais plus quel produit. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir quels sont les accords que passent les entreprises, enfin les commanditaires avec les médecins investigateurs dans les études. Donc ça peut être aussi ce genre de document. Oui, donc c'est très, très varié, très, très divers. Oui. Et tout à l'heure, on parlait des avantages donc de ta collaboration avec Sandrine. Est-ce que tu vois des inconvénients notoires à cette collaboration? Alors notoire, non. Ou des petits inconvénients? Je crois que je vois pas d'inconvénients, et surtout parce que on n'a pas une structure de société. On est vraiment chacune en nom propre. On n'a aucune obligation autre que morale l'une envers l'autre, donc pas de contrainte finalement. D'autres que oui, si on dit qu'on travaille ensemble, on travaille, quoi. Mais voilà, c'est inhérent au fait de travailler. Mais non, je vois vraiment pas d'inconvénient. Et j'ai vu que vous avez créé, alors je sais pas si c'est récent ou si ça fait déjà quelques années, mais vous avez justement regroupé vos deux compétences sous un même nom, ProRenata, et vous avez créé aussi un site web. Comment vous en êtes venu justement à cette réflexion de créer un site web en commun pour proposer votre offre? Mais justement, c'était évident, parce que pour proposer le binôme, le travail d'équipe, la prestation complète, traduction et relecture, ça nous paraissait évident de lui donner un nom. Donc c'est à ce moment-là qu'on a créé cette entité. Finalement, on a simplement déposé la marque ProRenata, mais et puis créer le site web, et ça nous donne un nom. C'est beaucoup plus facile pour se présenter aux clients, de dire voilà, c'est l'équipe ProRenata. Et ça, du coup, ça fait depuis quand que vous avez créé ce nom? Début 2015. Donc en fait, finalement, dans les premières années de votre collaboration? Oui, c'est ça. Quand on a décidé de proposer un service conjoint directement, c'est là qu'on a créé tout en même temps. D'accord. Et donc vraiment, ProRenata, donc c'est une marque, c'est une équipe, et après qui dessert, vous avez chacune votre entreprise individuelle, mais ce n'est pas une société en soi, c'est vraiment un regroupement de deux entreprises individuelles. C'est ça. C'est ça. Et l'équipe ProRenata s'enrichit de façon temporaire quand on a des stagiaires, justement, ce qui est le cas en ce moment. On en a eu une l'année dernière, donc il y a les 2 traductrices seniors, mais on peut avoir aussi d'autres personnes qui travaillent avec nous sur certains projets. Donc toi maintenant, parfois tu accueilles des stagiaires. Tu arrives à trouver le temps, comme tu disais tout à l'heure, que tu comprenais quand tu as appelé justement cette traductrice qui a été un peu sèche au téléphone, et te dire qu'elle avait pas le temps, qu'elle avait trop de travail, et que sur le coup tu avais trouvé ça un peu, ça t'avait un peu surprise, et que maintenant tu comprenais mieux. Alors est-ce que tu peux un peu expliquer? Oui, c'est pas la première fois. Depuis que j'ai commencé, j'ai eu 2 fois une stagiaire ou un stagiaire quand j'étais toute seule. Et en fait, le fait d'être
avec Sandrine, le fait d'être deux à l'encadrer, même si dans les faits il y en a qu'une de nous qui est le maître de stage et responsable devant l'université. Enfin, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. Enfin voilà, là par exemple pour cet enregistrement, je leur ai dit à Sandrine et à Fanny, débrouillez-vous sans moi. Fanny, si t'as des questions, tu vois avec Sandrine, parce que là je suis complètement déconnectée de 10h à midi et voilà. D'accord. Donc t'as quelqu'un qui peut prendre le relais. C'est ça. Et ça te permet de te dégager du temps aussi. Oui, de dégager du temps, et ça permet aussi, c'est ce que j'ai constaté l'année dernière, c'est la première fois qu'on a fait ensemble, d'accueillir une stagiaire, c'est que ça donne un vrai recul sur les retours à faire, le travail du stagiaire, quand on dit bon alors ça c'est une erreur récurrente, comment on réagit, et d'être deux, eh ben ça permet d'être moins épidermique, je pense, quelquefois, et de plus constructif, et de mieux accompagner la personne aussi. Oui, que finalement cette remarque soit moins personnelle. Enfin, si vous êtes deux, voilà. Oui, et aussi de se consulter, dire qu'est-ce que je dirais bien ça comme ça, mais qu'est-ce que t'en penses? Oui, voilà. Mais pareil avec les clients d'ailleurs. Oui. Bon. Tout à fait. Lui, je l'enverrais bien promener, mais qu'est-ce que tu penses de ma formulation? Exactement. Et donc depuis 2015, avec Sandrine, vous avez vous travaillez en équipe avec cette dénomination ProRenata, avec un site web, une communication dédiée. Donc toi maintenant, quand tu vas prospecter, quand tu vas à des congrès, à des salons, qu'est-ce que tu mets en avant en premier? C'est d'abord votre collaboration avec Sandrine, travail en équipe avec ProRenata, ou c'est aussi ta communication propre avec ton entreprise individuelle, Sophie Dean, traductrice spécialisée en orthopédie et en rhumatologie? Comment ça se passe? Tout dépend de l'événement, en fait. Si c'est un congrès spécifique orthopédie, enfin un congrès, un salon, n'importe quel type d'événement, je communique en mon nom propre et avec ma spécialité orthopédie. Tout le reste, alors soit on y va ensemble avec Sandrine, on est allé au congrès de la Société française de rhumatologie l'année dernière, et peut-être on s'interroge si on va le refaire cette année. Donc quand on est ensemble, voilà, on est ensemble. Ou alors, oui, je suis allée à une conférence, alors c'était c'est Mid Central Europe, qui a eu lieu à Prague en 2019 je crois, et où là ça réunit des traducteurs indépendants et des agences, et donc là oui j'ai proposé mes services et ceux du collectif, parce que ça avait du sens, donc ça dépend. Donc en bonne traductrice, voilà, ça dépend du contexte. C'est ça, ça dépend du contexte. On est bien d'accord. C'est ça. Merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à toutes mes questions par rapport à ta spécialisation, à ta collaboration avec Sandrine, à votre manière de communiquer, parce que c'est vrai que parfois quand on est tout seul à commencer aussi sa carrière de traducteur ou de traductrice, avoir des exemples comme toi, ça peut inspirer beaucoup de personnes pour la suite. Et donc je vais te proposer pour la suite de cet épisode de poursuivre avec une série de 3 questions que tu dois déjà connaître si tu as écouté plusieurs des épisodes de Translucide. Mais je vais quand même te les dire pour les personnes qui nous écoutent et qui ne les connaîtraient pas encore. Donc la première question, c'est de savoir quelle ressource ou quel outil numéro 1 tu conseillerais à une tradupreneuse ou à un tradupreneur. Alors que ce soit dans le cadre de ta spécialisation en traduction médicale ou tout simplement de ta profession de traductrice. C'est un petit peu difficile parce qu'il y a des ressources, il y en a plusieurs qui me semblent indispensables. Je crois qu'en tant que tradupreneuse ou tradupreneur, ce qui a le plus changé ma façon de gérer mes projets depuis quelques années, c'est LSP Expert. Ah, on est bien d'accord. Ça m'a changé la vie, surtout avec les confinements et le fait d'être nomade, ou en tout cas de pas toujours travailler au même endroit, d'avoir un système qui est fiable et qui est toujours à jour sans avoir à faire déménager des fichiers d'un ordinateur à l'autre, ça n'a pas de prix.
Oui, et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore le logiciel LSP Expert, Caroline Brice, donc cofondatrice du logiciel, est passée dans le podcast il n'y a pas très longtemps. Et donc, si vous voulez tout savoir sur le logiciel, il y a l'épisode 8 du podcast qui est consacré à Caroline, comment cet outil a été créé et les différentes fonctionnalités que cet outil propose. Et tu parlais que c'était difficile pour toi de choisir un outil ou une ressource spécifique. Est-ce que tu en as d'autres à conseiller? Je dirais MemoQ, MemoQ. mais parce que c'est mon outil préféré. Euh, voilà. Je sais pas si c'est très utile aujourd'hui ou de plus en plus on est amené à traduire dans des outils de TAO en ligne, mais oui, c'est le conseil que je donnerais, se procurer MemoQ. Mais... Bah, en tout cas, quand on travaille avec des clients directs, c'est de toute façon, il faut que l'on ait un outil dédié. Donc c'est vrai que MemoQ, Trado Studio, voilà. Pour moi, c'est vraiment, de toute façon, c'est les deux leaders du marché. Moi, je suis une utilisatrice de Trado Studio parce que j'ai été formée avec ce logiciel et que j'ai commencé avec celui-là. Mais voilà, je sais que Gaëlle utilise MemoQ et est une fan aussi invétérée de ce logiciel. Oui, mais moi, j'ai été formée aussi à Trado Studio. Et enfin, Trados tout seul, d'ailleurs, avant qu'il devienne studio, il y a très très longtemps. Et quand on a commencé à travailler ensemble avec Sandrine, moi j'étais sous studio, que je maîtrisais parfaitement, et elle sous MemoQ. On a eu des légers problèmes de compatibilité, rien d'insoluble, mais toujours des petits des trucs casse-pieds. Et j'ai fini par changer pour passer à MemoQ, et ça m'a changé la vie vraiment, quoi. Je trouve qu'il est beaucoup plus puissant et plus souple que Studio. Et est-ce que tu as des exemples de fonctionnalités vraiment qui ont révolutionné ta manière de travailler, ou c'est plutôt assez global Non, c'est assez global. Il n'y a pas besoin de 150 clics pour enregistrer un terme dans la base terminaux, par exemple, ou pour créer une base terminaux, ce genre de choses. Elles se sont améliorées sur la base terminologique. Je n'en doute pas. Non mais c'est vrai, je te rejoins assez sur ce point-là. Et quel conseil tu te donnerais aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale? Je me dirais, vas-y, ne lâche rien. Il y a vraiment une place pour toi dans ce monde-là, et il n'y a plus qu'à la prendre, vas-y. Parce que t'en doutais quand tu t'es lancée? Je pense qu'il y a eu des moments où j'ai douté. Oui, il y a eu des moments où j'ai eu des gros creux d'activité au début où j'avais encore très peu de clients et où le moindre période électorale faisait que j'avais plus de travail. Et ouais, c'était un petit peu angoissant. Et qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour essayer de pallier cette baisse d'activité pour t'occuper? Je faisais des ménages dans mon village parce que je pouvais pas prendre un emploi salarié loin. Et je gardais quand même mon activité. Je continuais à prospecter dès que j'avais du temps libre, et j'y croyais quand même j'y croyais. Sinon je serais partie faire autre chose. C'est ça, et toujours y croire, voilà, y aller à fond et ne pas perdre espoir, parce que c'est sûr que les baisses d'activité, on en connaît toutes et tous. Ouais. On peut avoir un mois creux, et puis après 6 mois avec beaucoup de travail, ça peut être très angoissant, surtout quand on commence. Surtout quand on commence, mais je pense c'est aussi il y a aussi une question peut-être de personnalité. Enfin, je vois des gens chevronnés qui se font des cheveux blancs quand au moment où les outils de TAO sont devenus incontournables. T'as dit tout à l'heure que quand on travaille en direct, on est obligé d'avoir un outil de TAO. En réalité, non. On peut traduire à la main sur un bloc avec un papier et un crayon. Mais donc voilà, il y a des professionnels, des traducteurs qui se sont fait beaucoup de soucis pour leur métier quand les outils de TAO sont apparus, puis quand la traduction automatique est apparue, puis il y a toujours des raisons de s'inquiéter. Et on est toujours là. Et on est toujours là. Et on peut s'adapter aussi au changement. Oui, c'est ça. C'est vrai que ces 20 dernières années, notre secteur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a connu de grandes révolutions avec, comme tu disais au départ, l'apparition des outils de TAO, donc de traduction assistée par ordinateur.
qui se sont perfectionnés au fur et à mesure, l'apparition de la traduction automatique, les systèmes de traduction neuronale, enfin voilà, c'est tout le temps en train d'évoluer. Mais on est toujours là, avec nos compétences spécifiques à faire des choses que la machine ne sait pas encore faire. Ouais. Et je pense qu'elle mettra du temps à faire. Je pense aussi, je crois que c'est bien d'apprendre à travailler avec la machine. Oui. Mais enfin, bon, moi je suis plutôt optimiste pour la pérennité du traducteur humain. C'est ça, le temps que la machine vraiment se convertisse en véritable cerveau humain, je pense qu'il va falloir déjà un paquet d'algorithmes pour lui apprendre tout ça, parce que voilà, je pense qu'on a encore un bel avenir devant nous. Je pense aussi, et je crois que tant que les machines ne seront pas capables de rédiger les documents sources, déjà, la traduction automatique pourra pas être parfaite. Alors c'est déjà le cas sur certaines choses où la machine certaines choses, oui. peut voilà, il y a eu des tests justement sur des articles de blog, qui étaient assez concluants, mais il y a toujours des cas de figure où ça ne fonctionne pas du tout. Oui. Je pense notamment au sous-titrage. Alors c'est de plus en plus utilisé à première étape avec parfois une traduction automatique, mais il y a toujours de l'humain derrière. Par rapport à des soucis techniques, de nombre de caractères, de vitesse de lecture. En fait, toutes ces choses que l'esprit humain peut prendre à un certain nombre de paramètres différents et compiler d'une certaine manière que la machine... faut vraiment lui indiquer les différents cas de figure. Si on n'y a pas mis toutes les possibilités possibles, elle n'est pas très créative. C'est ça. c'est ce qui lui manque. Heureusement, voilà. Pour être humaine, finalement. Notre créativité humaine qui nous sauve. Ouais. Et si là, tu te transformes en magicienne, tu as une baguette magique, c'est quoi le cliché que tu aimerais voir supprimé concernant la traduction médicale ? Je pense que c'est l'idée que quand on est traducteur médical, on traduit des notices de médicaments. On traduit, voilà, on vient d'en parler, beaucoup plus que des notices de médicaments. Mais on fait aussi des notices de médicaments. Oui, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Non, pas du tout. Et c'est comme souvent quand on dit qu'on est traducteur, soit on pense qu'on est interprète, soit qu'on traduit des livres. Et non, ce n'est pas que ça. Qu'on est interprète à l'ONU. Hein. Voilà, à l'ONU, bah oui, forcément, à l'ONU. Ou qu'on traduit des livres, tout à fait. Et donc, avant de nous quitter, parce qu'on arrive vers la fin de cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire par quels moyens les personnes qui nous écoutent pourraient te contacter si jamais elles avaient des questions ? Alors, le plus simple est certainement sur LinkedIn, où je pense qu'on doit me trouver facilement, mais je réponds aussi très bien sur Twitter. Parfait, écoute, une parfaite utilisatrice des réseaux sociaux. Alors, non, pas Instagram, pas Facebook. Mais LinkedIn et Twitter, déjà, c'est bien. Oui. C'est parfait. Écoute, merci beaucoup Sophie de t'être prêtée au jeu de mes questions, d'avoir. Merci beaucoup à toi. Merci. Moi, je te souhaite vraiment tout plein de bonnes choses en orthopédie, en rhumatologie, en traduction, avec ta collaboration avec Sandrine. Vraiment, plein de beaux projets pour le futur. Merci beaucoup, Aurane. Et puis, je te dis à bientôt et bonne rentrée et bonne nouvelle année scolaire 2022-2023. Merci. Et à toi aussi, bonne rentrée et plein de nouveaux projets. Merci beaucoup Sophie, à bientôt. À bientôt. C'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de rentrée vous aura donné la niaque pour mener à bien tous vos projets, des plus ambitieux aux plus anodins, et que le témoignage de Sophie vous aura inspiré. Peut-être cet épisode vous aura aussi donné l'envie de sauter le pas de la spécialisation dans le domaine de votre choix, ou encore d'établir une collaboration fructueuse avec certaines de vos connaissances professionnelles. Qu'importe vos motivations, l'important,
c'est que celle-ci soit alignée avec vos aspirations et votre vision à long terme de votre activité, pour le meilleur comme pour le pire. Petite information publicitaire. Si vous voulez être tenu au courant des activités diverses et variées de Tradupreneur, podcasts, articles de blog, événements en direct, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre mensuelle. Un email par mois et rien de plus, où nous vous faisons également découvrir les actualités de la traductosphère francophone. Pour vous abonner, rien de plus simple, rendez-vous dans la description de cet épisode. Et pour vous faire gentiment mariner, patienter jusqu'au mois prochain, 2 informations capitales. Nous fêterons le 1er anniversaire du podcast et, à cette occasion, j'aurai le plaisir de converser avec une invitée internationale de marque. Je ne vous en dévoile pas plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte. Je vous souhaite encore une fois une bonne rentrée et rendez-vous dans un mois. À tout bientôt!